Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. L'homme qui grimpait. Sherlock Holmes m'avait toujours encouragé à publier le récit de l'aventure du professeur Presbury, ne fût-ce, me disait-il, que pour répondre une fois pour toutes aux bruits désobligeants qui circulèrent dans l'université il y a 20 ans et furent colportés dans les milieux scientifiques de Londres. Mais certains obstacles imprévus ayant surgi, mes notes sont restées enfermées dans la malle en fer blanc qui contient beaucoup d'archives sur les aventures de mon ami. Nous venons d'obtenir enfin l'autorisation d'ouvrir ce dossier, l'un des derniers dont s'occupa Holmes avant de se retirer. Maintenant, encore, je suis tenu à observer une certaine discrétion. Le lecteur voudra bien m'en excuser. Un dimanche soir du début de septembre 1903, je reçus de Holmes ce message laconique. « Venez immédiatement si possible. Si impossible, venez quand même. » Les rapports qui existaient entre nous à cette époque n'étaient pas ordinaires. Holmes avait ses habitudes, des habitudes strictes et rigoureuses. J'étais devenu l'une de ces habitudes au même titre que le violon, le tabac fort, la vieille pipe noire, les livres de référence et d'autres manies peut-être moins avouables. Quand il travaillait sur un cas qui réclamait un travail actif, ainsi qu'un camarade dans les nerfs duquel il pouvait se fier, j'étais irremplaçable. Mais, en dehors de cela, je lui rendais service. J'étais la pierre à aiguiser de son esprit. Je le stimulais. Il pensait à haute voix en ma présence. Non que ses remarques s'adressassent spécialement à moi. La plupart auraient pu aussi bien s'adresser à son matelas. Mais néanmoins, il avait pris l'habitude de notre duo, et mon silence enregistreur ou mes interruptions étaient autant d'excitants intellectuels. Si je l'irritais par une certaine paresse d'esprit méthodique, cette irritation ne servait qu'à accélérer ses intuitions et à approfondir ses impressions. Je me contentais de ce rôle modeste dans notre association. Quand j'arrivai à Baker Street, je le trouvai ramassé en boule dans son fauteuil, genoux remontés, pipe aux lèvres, front sillonné de rides. Il se débattait à coup sûr avec un problème contrariant. D'un geste de la main, il me désigna mon vieux fauteuil, après quoi, pendant une demi-heure, il m'oublia. Un sursaut le tira enfin de sa rêverie, et avec son habituel sourire ironique, il me souhaita la bienvenue dans ce qui avait été jadis mon appartement. « Vous me pardonnerez si je suis un peu préoccupé, mon cher Watson, » me dit-il. « Des faits curieux ont été soumis à mon examen dans les dernières 24 heures, et ils ont engendré quelques spéculations d'un caractère plus général. Je pense sérieusement à écrire une petite monographie sur l'utilité des chiens pour le travail des détectives. » Mais voyons, Holmes, le sujet a été exploré. Les molosses, les chiens policiers, les limiers... Non, Watson, cet aspect du sujet, bien entendu, n'échappe à personne. Mais il y en a un autre qui est beaucoup plus subtil. Vous vous rappelez peut-être une affaire que, pour faire du sensationnel, vous avez baptisé les hêtres rouges. J'ai pu, rien qu'en surveillant le caractère d'un enfant, déduire les habitudes criminelles d'un père aussi respectable que suffisant. Ah oui, je me souviens très bien. Mon raisonnement sur les chiens est analogue. Un chien est le reflet d'une vie familiale. Qui a jamais vu un chien folâtre dans une famille lugubre ou un chien triste dans une famille heureuse? Les grognons ont des chiens grognons, les gens dangereux ont des chiens dangereux. Et les chiens fantaisistes peuvent être le reflet d'individus fantaisistes. Je crois, Holmes, que c'est un peu tiré par les cheveux, murmurai-je en hochant la tête. Il avait bourré une nouvelle pipe sans avoir prêté la moindre attention à mon commentaire. L'application pratique de ce que je viens de dire touche de très près le problème sur lequel j'enquête. J'ai affaire avec un écheveau emmêlé,
Et je cherche un bout du fil. Et ce bout du fil, je le trouverai peut-être en répondant à cette question que voici. Pourquoi Roi, le fidèle chien-loup du professeur Presbury, essaie-t-il de le mordre? Je retombais sur ma chaise. J'étais déçu. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.